On va passer donc la parole à l'orateur suivant, à savoir le professeur Supriya Roop, qui nous vient de Calcutta et de Berlin. Vous avez la parole. Thank you. Merci beaucoup. De parler lentement et distinctement. And that is the extent. Et voici tout ce que je peux vous dire en français et pas plus malheureusement. Merci beaucoup, professeur Supio, de m'avoir invité à ce colloque. Et je vais prendre quelques minutes également pour remercier les interprètes qui sont en haut. Vous êtes les meilleurs interprètes que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant. Et une de vos deux voix est très proche de la mienne. Merci. Hier soir, en fait, je vais parler d'un scénario assez typique en Inde. Hier soir, il m'a semblé qu'il était important que je contextualise ma présentation sur la base des interventions qui nous ont été données hier. Et j'étais très frappé par ce qu'a dit Pierre Musso et notamment la documentation de l'évolution du concept de solidarité dans le temps d'un point de vue sociologique, 100 ans. Et il m'a semblé très intéressant d'observer la manière dont la solidarité avait évolué au 19e siècle et s'était transformée en idéologie après la guerre et avait décliné. Et j'ai beaucoup aimé également l'intervention d'André Pichot. Il m'a semblé, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas essayer d'expliquer ce que je voulais dire par la perspective de la théorie génétique? Est-ce que les gènes pouvaient être utilisés pour préserver les traits génétiques? Est-ce que les gènes se comporteraient différemment après la Deuxième Guerre mondiale, se transformant en idéologie? Et dans la période libérale, est-ce que les gènes ont eu un impact sur ce déclin du concept de solidarité du fait d'une détérioration ou d'une évolution génétique? C'était une idée fascinante et je me disais que je pourrais contextualiser mon intervention sur la base de ces deux idées. Mais puisque je suis en France, il m'a semblé plus intéressant de contextualiser mon intervention sur le fond donc de ces valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, qui sont également à la base de la Constitution indienne qui entend fournir à ses citoyens et à ses non-citoyens ces valeurs de la Constitution française ainsi que la société, la justice sociale. Et de façon intéressante, la Constitution indienne est une constitution d'inspiration socialiste. Et deux chapitres, deux sections de la Constitution portent sur les droits fondamentaux et des directives, des principes directifs, alors que les droits fondamentaux sont exécutoires par les tribunaux. Les directives et les principes qui sont issus de ces directives de droit économique n'ont pas force exécutoire, mais sont laissés à la responsabilité des États qui doivent mettre en application donc ces droits économiques. La jurisprudence du droit du travail, les législations du travail ont une base constitutionnelle en Inde. Le chapitre, la section sur les droits fondamentaux stipule des droits comme le droit d'association, la protection contre le travail forcé, la protection contre le travail des enfants, le droit à la liberté de parole et d'expression. Les principes tirés des directives portent sur les congés maternité, le droit au travail et le droit aux moyens de subsistance avec d'autres droits. Donc des droits socio-économiques tous ces droits socio-économiques sont des droits qui n'ont pas force exécutoire, sauf si les États mettent en place des législations qui rendent ces droits constitutionnels exécutoires pour toute la population. Dans mon intervention, je vais donc
parler d'un de ces exemples où un État a mis en place une législation afin de réaliser deux droits sociopolitiques, deux droits socio-économiques, le droit au travail et le droit aux moyens de subsistance. Et je vais discuter de ces éléments dans le contexte des travailleurs précaires en Inde. Je voudrais prendre une minute afin que vous compreniez bien ce que signifient les travailleurs précaires en Inde. Même si cette idée reste très vague, il faut que nous la prenions dans le cadre de cette intervention. Donc, les travailleurs précaires ou informels sont des travailleurs qui sont exclus des textes de loi et qui sont exclus de la couverture des garanties et des législations indiennes. Donc, ils sont des travailleurs informels, des travailleurs précaires. Et le nombre de travailleurs précaires en Inde sont plus de 90% de la force de travail, c'est-à-dire des travailleurs qui sont exclus de la législation du travail. Et j'ai extrait des statistiques de 2002 de BIT, 62% des travailleurs précaires au Mexique, 34% de la force de travail en Afrique du Sud, 48% au Maghreb, qui exclut l'agriculture pour le Maghreb. Ce n'est pas seulement une caractéristique des pays du Sud, mais également de l'Europe et de États-Unis, donc des emplois atypiques, travail temporaire représente 30% dans les pays européens et près de 25% aux États-Unis. C'est une source du BIT en 2002, une étude qui s'appelle Hommes et femmes, travailleurs et travailleuses de l'économie informelle. Donc voilà les chiffres, 90% dans le contexte indien. Je ne vais pas vous raconter une histoire policière, donc je vais vous donner la structuration de mon intervention. Je vais d'abord en ce qui concerne les travailleurs précaires, qu'il nous faut prendre le concept de solidarité sous un angle différent que le concept de solidarité pour les travailleurs formels. Donc, dans le contexte des syndicats, il nous faut prendre l'idée de solidarité qui inclut d'autres entités et d'autres types d'individus, partenariats et réseaux. Et je vais vous montrer dans deux exemples, l'un dans le cas des droits juridiques fournis par l'État et garantis par l'État, et d'autres dans le cas dans les droits qui sont acquis par les salariés, par les travailleurs précaires pour améliorer leur conditions et la façon dont les mouvements organisés, les mouvements structurés comme les syndicats jouent un rôle. Et je vais également vous parler de cette loi sur la garantie de l'emploi des travailleurs ruraux qui a été adoptée en 2005, améliorant donc la protection sociale des travailleurs urbains. Mais je vais également parler de la façon dont les travailleurs urbains sont exclus de cette nouvelle législation. Je vais passer également quelques minutes pour expliquer la structure de cette loi sur la garantie de l'emploi des travailleurs ruraux. Donc, cette loi de 2005, cette loi dont l'acronyme est NREGA en anglais, fournit un cadre donc de protection sociale pour les travailleurs ruraux. Il n'y a pas de système de protection universel en Inde, et puisque 90% des travailleurs sont des travailleurs précaires, la plupart dans le secteur agricole, une proportion significative de ces travailleurs précaires sont basés dans des zones rurales. Et cette loi tente de fournir une garantie d'emploi pour 100 jours par an. Donc, l'emploi donné est basé sur la demande, puisque c'est un droit légal. Lorsqu'un citoyen demande de faire valoir son droit à l'État ou au gouvernement, l'État en question doit mettre en application ce droit en faveur de ses travailleurs. La loi stipule que un travailleur par foyer a droit à ce droit. Donc, dans une famille donnée, dans un foyer, une seule personne, un travailleur peut faire valoir ce droit. La loi
parle de garantie au travail et de garantie à l'accès au chômage. Si un travailleur, après en avoir fait la demande, l'État ne peut pas fournir cet emploi à la personne, le gouvernement, par la loi, doit fournir une indemnisation de chômage à ce travailleur qui en a fait la demande à l'État de faire valoir ce droit au travail, mais l'État étant en incapacité de fournir ce travail, donc doit fournir une indemnité de non-travail, une indemnité de chômage. Donc, un certain nombre d'organismes de contrôle ont été désignés. La loi également requiert que des audits sociaux soient réalisés pour suivre et contrôler l'implémentation de cette loi et des mesures qui sont liées à cette loi. Ces audits sociaux doivent impliquer, bien entendu, des groupes de gouvernements de villages et la loi stipule qu'un tiers des travailleurs employés dans le cadre de la loi de 2005 doivent être des femmes, des travailleuses. Et en stipulant cette exigence, le gouvernement a voulu promouvoir la justice sociale. Et les femmes dans les zones rurales peuvent, en fournissant un emploi aux femmes, ceci permet effectivement d'accroître leur statut dans le foyer, mais également de permettre aux hommes de chercher un autre travail. Et avant de revenir à l'origine de cette loi, la loi parle d'emploi dans le développement d'infrastructures rurales comme des canaux d'irrigation, la construction de voiries, de routes, de canaux. Et des chercheurs, des universitaires ont critiqué cela en disant que l'infrastructure permettrait d'améliorer la productivité rurale, mais d'un autre côté, et permettrait effectivement de minimiser la migration des ruraux vers les villes. Donc, ce n'était pas une critique, c'était au contraire un soutien. La solidarité était à la base de cette loi. Je vais mentionner quelles étaient les entités, les organes et les institutions qui étaient derrière la ratification de cette loi. Les syndicats, bien entendu, étaient impliqués, les organisations de femmes, des politiques progressistes, des bureaucrates, des fonctionnaires et des activistes sociaux qui ont mis en place une organisation ombrelle constituée d'individus, d'organisations, d'universitaires, de syndicalistes et de représentantes de partis politiques et d'organisations de femmes. C'était donc un organisme qui s'est engagé dans du lobbying auprès des partis politiques et du gouvernement afin de mettre en application les clauses de cette loi sur la garantie de l'emploi des travailleurs ruraux en 2005. Il y a également un organisme en Inde qui s'appelle le Conseil consultatif national. Lorsque vous connaissez le paysage politique indien, il y a deux grands partis politiques en Inde. Un est centre-gauche, l'autre est un parti conservateur de droite. Donc le parti de centre-gauche est présidé par un Indien né en Italie, mais marié à une Indienne. Donc, une autre organisation qui s'appelle ce Conseil consultatif a été présidée par la même femme. Apportant ses conseils au gouvernement de l'Inde, ce conseil consultatif avait des membres qui étaient des activistes également et des représentants des organisations dont j'ai parlé. Et eux ont milité pour
une nouvelle loi sur la garantie de l'emploi. Et la nouvelle loi a été ratifiée en 2005, à l'époque où les partis de gauche soutenaient ce gouvernement. Donc les 4 ou 5 partis socialistes et communistes soutenaient le gouvernement. Et cette coalition a permis la ratification de cette nouvelle loi. Et un précurseur de cette législation était l'État indien de Maharashtra, où après une sécheresse, un programme de garantie de l'emploi permet de mettre en place un certain nombre de mécanismes de protection, mais ce n'était pas un droit légal. Ce programme s'est transformé pour former la base de cette loi sur la garantie de l'emploi des travailleurs ruraux. J'ai mentionné ce contexte et ces mécanismes puisque je vais parler de la loi sur la garantie de l'emploi des travailleurs ruraux pour attirer votre attention sur les différents groupes et les différentes organisations qui ont permis de mettre en œuvre et de faire ratifier cette législation. Je voulais identifier l'acte et le mécanisme de solidarité qui ont été à l'origine de l'action publique du gouvernement central. Et je vais en parler dans le cadre de mon intervention. Donc, il y a des problèmes avec cette loi de 2005 sur la garantie de l'emploi des travailleurs ruraux. Et je vais en parler brièvement. L'emploi est uniquement fourni à des travailleurs précaires dans des zones rurales. Donc, les travailleurs dans les zones ruraux sont exclus du périmètre de cette nouvelle loi. L'emploi est garanti uniquement pour 3 mois et demi par an. Donc le reste du temps, il n'y a pas de garantie de l'emploi. Donc les travailleurs ou les travailleuses doivent revenir à leur type d'activité génératrice de revenus de type précaire. Et la loi stipule que seulement un membre adulte de chaque foyer puisse bénéficier de ce droit légal et puisse le faire valoir. Si vous connaissez le système des foyers indiens, il y a de nombreux foyers indiens qui sont des foyers élargis, c'est-à-dire il y a plusieurs hommes travailleurs, plusieurs travailleurs et plusieurs femmes adultes travailleuses et plusieurs enfants également dans un même foyer. Donc les priorités sont souvent incombent souvent aux hommes, qui rend la position des femmes difficile et leur capacité à trouver du travail entravée. Et d'un autre côté, elle peut également générer de l'animosité dans la famille, une pomme de discorde quant à qui pourra obtenir cet emploi. Est-ce que c'est l'aîné, l'homme qui est l'aîné des frères, ou le deuxième adulte? Un autre élément qui est central dans toute législation en Inde, dans tout le système politique, c'est la corruption. Et j'ai lu ce matin le rapport 2012 de Transparency International, et l'Inde est classée 92e. Et le dernier gouvernement indien est celui qui est le plus corrompu depuis des dizaines d'années. En plus, dans la planification du type de développement rural, du type de développement des infrastructures, eh bien, je peux vous dire par expérience, je viens d'une zone rurale et je vois des gens qui creusent des trous sur les terrains publics parce que le gouvernement doit fournir un emploi à ces travailleurs, mais tout ce qu'ils font, c'est que ne faire que des trous. Donc, ils font des trous, ils les rebouchent, et lors du prochain programme gouvernemental, on demande aux travailleurs de faire d'autres trous, puisqu'il n'y a pas de vraie planification dans les programmes de développement des infrastructures ruraux. Et si il n'y a pas de programme de développement infrastructurel, tout ce qui est fait, c'est un saupoudrage des fonds publics aux plus pauvres, ce qui n'est pas très efficace. Il y a des anomalies dans les mises en œuvre de la loi, dans le paiement des salaires, dans l'attribution des emplois au foyer. Il y a un manque criant de crèches. Lorsque ce sont des travailleuses qui obtiennent un emploi, il vous faut des crèches sur le travail, puisqu'ils ne peuvent pas laisser leurs enfants à la maison.
les collectivités participent également des intérêts acquis, des intérêts privés interfèrent avec, souvent avec ces programmes. Et il y a de nombreuses lois du travail, il y en a plus d'une centaine, mais très souvent ces lois sur le travail s'appliquent à moins de 1% des travailleurs en Inde, avec le gouvernement central qui s'engage souvent dans des actes de sabotage de leur propre programme. Une de ces lois était une loi sur le salaire minimum. Et le gouvernement a indiqué récemment que cette loi sur le travail minimal était en contradiction avec la loi sur la garantie de l'emploi des travailleurs ruraux. Donc, une clause de la loi stipulant que, nonobstant toutes les clauses d'autres législations, cette législation prévaudra sur toute autre législation. Le gouvernement interprète cette clause que la loi sur la garantie de l'emploi des travailleurs ruraux doit prévaloir sur la loi sur le salaire minimum. Et ceci a été abondamment critiqué par un grand nombre d'organisations, de chercheurs et d'universitaires. Et dans deux affaires auprès de la Haute Cour de justice indienne, le gouvernement s'est vu opposer la décision des juges et s'est vu débouté. Cependant, le gouvernement est un gouvernement éhonté qui a fait appel auprès de la Cour suprême indienne afin d'inverser le jugement disant que les salaires minimums devaient être garantis. La Cour suprême indienne n'a pas souhaité débouter le gouvernement, la décision précédente. Donc, les salaires minimums doivent être payés et la Cour suprême doit doit prendre une décision. Un autre problème, c'est que les travaux qui sont offerts doivent inclure des femmes, mais il y a un certain nombre de sous-jacents, les hypothèses sous-jacentes derrière cette loi est que les travailleurs doivent être bien nourris, qu'ils doivent être en bonne forme physique et qu'ils doivent avoir la capacité de prendre en charge ces travaux qui sont essentiellement des travaux manuels et non qualifiés. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que des clauses légales ne suffisent pas pour fournir du travail aux travailleurs et aux travailleuses dans les zones rurales. Et donc, le développement général des travailleurs ne fonctionne pas. Mon argument ici, et ma thèse ici, est que la solidarité est nécessaire dans le sens que des réseaux et des organisations, sont nécessaires et doivent se mobiliser pour promouvoir le développement humain, social et professionnel des travailleurs afin de voir leurs droits juridiques réalisés dans le cadre de la législation en place. Cependant, jusqu'à maintenant, les organisations et les réseaux dans les zones rurales n'ont pas été en capacité de prendre des mesures significatives dans ce domaine. Mais il y a un certain nombre d'initiatives dans certaines zones rurales. Oui, ces actions et ces initiatives sont prises, mais il y en a peu. Je vais montrer dans les 7 minutes qui me restent que des organisations, des associations et des réseaux dans les zones urbaines font un bien meilleur travail pour promouvoir le développement humain global des travailleurs précaires qui sont basés dans les zones urbaines. Est-ce que cette loi est tout à jeter? Je ne dirais non. Des universitaires ont également identifié des avantages de cette loi sur la garantie de l'emploi des travailleurs ruraux. Leur thèse est que cette loi de 2005 a combler l'écart entre l'offre et la demande d'emploi, fournissant des moyens de subsistance, a promu la participation des femmes, a permis de développer l'infrastructure et a permis de mettre un terme à la migration rurale, a permis d'élever le pouvoir d'achat des plus pauvres et de façon plus importante fournit beaucoup de droits
juridiques que les plus pauvres peuvent faire valoir, qui mettent à la portée des plus pauvres. Lorsque vous avez un droit juridique que vous pouvez faire valoir, il est bien plus facile de faire valoir vos droits à l'emploi et à la garantie de l'emploi. Donc, j'ai indiqué qu'il y avait un grand nombre de règles mise en œuvre par un nombre innombrable d'organisations, de réseaux, d'associations. Je vais brièvement parler de la manière dont la mise en œuvre est influencée par les individus, les actions individuelles solidaires menées par des organisations et des individus. La loi stipule que des audits sociaux doivent suivre et contrôler la mise en œuvre. Les audits sociaux sont menés par un grand nombre d'organisations, des ONG, des syndicats, des associations et d'autres activistes et des acteurs de la société civile. Il y a également un consortium national d'organisations de la société civile qui est constitué de 51 associations et organisations indiennes qui ont une présence dans 45 districts, régions dans une dizaine d'États en Inde qui sont en charge du contrôle de la mise en application de cette loi et qui travaillent avec des organisations de terrain et de villages dans toute l'Inde, dont des actions solidaires sont nécessaires et la solidarité est nécessaire même dans des législations, des programmes de protection sociale qui promeuvent le droit à l'emploi et l'amélioration des moyens de subsistance des plus pauvres. Cependant, le problème avec cette loi de 2005 est qu'elle n'est disponible que dans les zones rurales. Que se passe-t-il dans les zones urbaines? Eh bien, ils sont en dehors du périmètre de ces garanties constitutionnelles. Donc, les travailleurs se sont mobilisés, se sont réunis dans les zones rurales sous l'égide d'un certain nombre d'organisations et d'associations. Ces associations, ces organisations sont combien? Est-ce qu'il me reste de temps, Monsieur le Président? Ces organisations sont des syndicats qui ont été formés dans le cadre de la loi sur les syndicats de 1924, des associations sous l'égide de la loi sur les associations de 1912, des fondations et des associations caritatives. Donc ces organisations qui sont de type divers, fournissent deux types de prestations aux travailleurs. D'un côté, ils promeuvent le développement humain global des travailleurs par une aide à l'éducation, à l'assurance sociale, à l'accès aux soins, l'éducation de leurs enfants. Ils font également du lobbying auprès du gouvernement afin de réaliser, de faire valoir et de rendre exécutoires les droits des travailleurs et sont en réseau avec les organisations internationales. Donc voici le moment où vous devez faire attention. La conclusion de mon intervention est que ma thèse est que les travailleurs précaires, pour faire valoir leurs droits et améliorer leurs conditions, ont besoin de partir sur la base de droits les plus élargis. Et là, je vais parler de mettre en place des passerelles, alors que des catégories de travailleurs précaires, des vendeurs de rue, des ramasseurs de déchets, des petits artisans, alors qu'ils se réunissent et se mobilisent entre eux sur la base d'activités et d'expériences similaires, ont besoin de se mettre en réseau avec d'autres organisations et d'autres individus et d'autres acteurs afin d'améliorer leur pouvoir de négociation. Parce qu'ils ne sont pas toujours seulement et systématiquement en négociation avec leur employeur, mais ils sont également en négociation avec les pouvoirs publics, les ramasseurs de déchets ont besoin de travailler directement avec les pouvoirs publics et avec l'État. Et là, ma thèse est que ceci ne doit pas être sur une base conflictuelle, mais sur une base collaborative, avec l'aide de plus grands réseaux et de plus grandes coalitions. Donc, cette approche solidaire très large est utile et des preuves montrent qu'elle fonctionne dans le contexte des travailleurs précaires en Inde. Et je voudrais également faire un dernier commentaire, que ma thèse est que ces organisations solidaires
et ces organisations sociales à réseau n'ont pas besoin d'avoir des objectifs extrêmement ambitieux. Leurs objectifs doivent être de répondre à des objectifs immédiats, des préoccupations immédiates. Et pour articuler, et encore merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, en quelques mots, pour résumer l'intervention du professeur Routh, il a commencé par rappeler l'existence en Inde d'une constitution d'inspiration socialiste, non pas communiste mais socialiste, donc où la notion d'État social a été d'emblée extrêmement importante. Et cette constitution contient deux chapitres sur les droits fondamentaux et distingue les droits proprement dits qui sont justiciables, comme par exemple le droit syndical, et d'autres qui sont des directives politiques adressées aux autorités politiques qui ne sont pas directement justiciables selon une distinction qui est bien connue de vous. Alors ensuite, l'essentiel de son propos consistait à s'interroger sur la mise en œuvre de ces droits fondamentaux pour ce qu'on appelle le travail informel, qui représente en Inde plus de 90% de la population qui travaille. Et M. Routh a donné quelques comparaisons. Ces proportions sont comparables à celles qu'on peut voir en Afrique, notamment en Afrique du Sud, en Amérique du Sud. Peut-être on en parlera aussi avec le professeur Fragal et cet après-midi. Et cette prédominance massive des travailleurs informels oblige à penser la solidarité selon d'autres voies que celles qui peuvent être développées lorsque l'on se réfère au paradigme de l'emploi salarié. Si j'ose dire, il faut donc penser au-delà de l'emploi. Alors, il a essayé il a donné deux exemples complémentaires, enfin, de réponse à cette mise en œuvre des droits fondamentaux. Alors, le premier est une loi qui est très célèbre, dont les spécialistes ont pas mal parlé, parce que c'était une initiative originale. D'ailleurs, je pense qu'il y aurait des comparaisons à faire avec ce qui nous sera dit cet après-midi sur les initiatives du président Lula dans le cas brésilien. Il s'agit donc, si je traduis, d'une loi de garantie d'emploi rural à l'échelon national. Donc, une REGA qui date de 2005. Et cette loi garantit au moins 100 jours de travail payés par an à une personne par famille, tout dans l'ensemble du territoire de l'Inde. La mise en œuvre de cette loi implique les collectivités territoriales et les administrations d'État, enfin les structures villageoises. Et l'idée qui est à la base de cette loi est que ce travail doit servir à développer des infrastructures et à aider le développement économique par des équipements collectifs qui seraient susceptibles de freiner l'exode rural. Donc il y a l'idée dans la construction de cette loi de nouer la protection des faibles, des garanties de revenus et des stratégies vertueuses de développement. Il a rappelé ensuite les origines politiques de l'adoption de cette loi, le rôle que joue, enfin pour ceux qui connaissent l'Inde, c'est des choses connues, Madame Sonia Gandhi, qui est dans l'ombre du pouvoir, c'est un exemple d'un pouvoir féminin qui se trouve derrière le Premier ministre. Et cette initiative a été prise à partir d'expériences concrètes menées, c'est dans le Maharashtra, je crois, suite à des inondations où un des États de la Fédération indienne avait pris une initiative de ce genre, mais la loi vise donc à donner une base légale et à généraliser ce dispositif. Alors, M. Routh a fait ensuite un inventaire des faiblesses du dispositif à la lumière de sa mise en œuvre. La première, sur laquelle il est revenu ensuite, c'est qu'elle exclut les travailleurs urbains. D'autre part, c'est le caractère modique et insuffisant de la garantie qu'elle donne, puisqu'elle est limitée en fait à 3 mois et demi de travail. D'autre part, cela concerne une personne par famille, bon, d'où la question de savoir qui ça va être, d'où des possibilités de conflits familiaux, le fait qu'il y a des discriminations
à raison du sexe, puisque ces tâches sont souvent des tâches physiquement exigeantes et que ce sont plutôt les hommes donc, qui vont les accomplir, et que cela peut conforter l'exclusion ou la marginalisation des femmes. Il a mentionné également une corruption, alors je ne sais pas si elle est à grande échelle en Inde, mais enfin, c'est devenu un des lieux d'exercice de la corruption, puisqu'il y a de l'argent qui circule entre les autorités centrales et les villages, donc il y a des gens qui se servent au passage. Il a aussi pointé l'absence de plan cohérent de développement qui donnerait du sens au travail qu'on demande à accomplir, citant des exemples qui évoquaient le sapeur camembert. Donc il s'agit de creuser des trous, puis de les reboucher, et puis de les recreuser. Mais ce sont des choses auxquelles les universitaires français sont habitués lorsqu'ils ont à réformer les structures administratives de l'université. Alors, donc, la vision théorique qui avait été développée, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Il a enfin, sur ce point, fait état d'un procès qui, si j'ai bien compris, est encore pendant devant la Cour suprême, puisque les dispositions du droit du travail proprement dit, donc qui concernent moins de 10% de la population, comme je l'ai dit tout à l'heure, prévoient un salaire minimum, et la question a été soulevée de savoir si ce salaire minimum était ou non applicable aux travailleurs ruraux enrôlés dans ce programme. Et pour conclure, il a dit que ce qui manquait en réalité à une mise en œuvre efficace de cette loi, ce sont des organisations fiables, proches du terrain et qui seraient susceptibles de la mettre en œuvre. Alors cela a été une merveilleuse transition parce que Supriya, vous maîtrisez à merveille le plan en deux parties auxquelles sont habitués les professeurs de droit français, je vous félicite. Donc la deuxième partie qui concernait le travail urbain, et donc le travail informel urbain. Alors tous ceux d'entre vous qui sont allés en Inde savent cette activité grouillante, spécialement à Calcutta, qui occupe l'immense majorité de la population, en dehors donc du cadre juridique du droit du travail. Et sur ce point où malheureusement il a dû être plus bref en raison du temps, ce qu'il a souligné, c'est qu'en l'absence en fait d'une véritable politique publique, on a le développement d'organisations spontanées, d'associations qui visent à procurer à ces travailleurs les droits minimaux en matière sociale. Et c'est par le développement d'associations hétérogènes, très diverses dans leur forme, dont je serais tenté, mais ça serait un raccourci sans doute audacieux de dire que ça me fait penser à ce qui a pu être dit sur le mutualisme hier par M. Laborde, que c'est cette idée de solidarité volontaire qui permettent deux choses. D'une part, d'assurer de mutualité face au risque et donc une protection sur la maladie, une aide pour l'éducation et toute une sorte de services sociaux qui ne sont donc pas limités simplement au catalogue des risques auxquels nous sommes habitués en matière de sécurité sociale. Et ces mêmes organisations sont aussi des organisations d'action collective. Donc la solidarité dans ces associations s'entend sous ces deux sens de protection solidaire et de capacité d'action vis-à-vis des pouvoirs publics, à tous les niveaux d'ailleurs. Et alors je sais que l'actualité indienne contient de nombreux exemples d'une capacité très impressionnante de mobilisation des travailleurs, alors qui peut se faire sur une base d'identité de métier, parce que c'est d'abord les gens, ceux qui sont occupés avec une pique à ramasser les papiers ou les conducteurs de rickshaw, etc. Mais il y a aussi des modalités d'association qui permettent à ces différents groupes de se regrouper entre eux.